Ma sorcière bien-aimée, 1964. 15 faits étranges que vous ne connaissiez pas. Cela fait plus de 62 ans que Ma sorcière bien-aimée est apparue pour la première fois à l'écran, mais peu de gens savent à quel point ce qui se passait derrière ce petit nez froncé était étrange, triste et parfois franchement invraisemblable. Vous souvenez-vous de l'époque où une sorcière de banlieue n'avait besoin ni de baguette magique, ni de grimoire, ni d'un budget d'effets spéciaux digne d'une superproduction? Il suffisait d'un petit tic du nez et d'un charme fou pour convaincre le monde entier que la magie existait vraiment. Retour en 1964, quand cette comédie a conquis les États-Unis avant d'arriver en France 2 ans plus tard, sous le titre que vous connaissez tous, Ma sorcière bien-aimée, avec Elizabeth Montgomery dans le rôle de Samantha Stephens, une sorcière qui tente de mener une vie mortelle, bien tranquille, aux côtés de son mari publicitaire. Incarnée d'abord par Dick York, puis par Dick Sargent, pendant que sa belle-mère envahissante, Endora, interprétée par Agnes Moorehead, traitait toute limite comme une simple suggestion. Mais cette série n'était pas qu'une comédie légère de plus des années 60. Elle a durablement marqué la culture populaire, provoqué une véritable mode de prénom inspirée de l'héroïne et osé aborder des sujets de société que la plupart des programmes de l'époque préféraient éviter. Avec 8 saisons, plus de 250 épisodes et un spin-off, Ma sorcière bien-aimée est devenue l'un des classiques les plus durables de la télévision. Aujourd'hui, on vous propose 15 faits étranges et surprenants que vous ne connaissiez probablement pas sur cette production. Alors, restez jusqu'au bout, parce que le fait numéro 1 est un secret que seul le public francophone peut vraiment comprendre. Avant de commencer, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains voyages dans la nostalgie. Numéro 15, le tic qui n'était pas vraiment un tic de nez. Tout le monde se souvient du fameux tic de nez de Samantha, l'un des gestes les plus reconnaissables de toute l'histoire de la télévision. Mais voici le détail que presque personne ne connaît. Elizabeth Montgomery ne bougeait pas réellement son nez. Ce qu'elle faisait, c'était contracter rapidement la lèvre supérieure d'un côté à l'autre, créant l'illusion que c'était le nez lui-même qui bougeait tout seul, pendant que la caméra accélérait légèrement la prise pour renforcer l'effet. L'idée venait du réalisateur William Asher, qui était à l'époque aussi le mari de Montgomery dans la vraie vie. Rien de plus romantique que de transformer un petit tic nerveux de sa propre épouse en or télévisuel, non? Comme Asher lui-même l'a raconté des décennies plus tard, dans une interview d'archives, il avait remarqué cette petite habitude sur son visage dans les moments de nervosité et lui avait dit que c'était exactement le geste qu'il leur fallait pour représenter la magie. Montgomery, surprise, ignorait même qu'elle le faisait naturellement. Le résultat fut un geste aussi subtil qu'élégant, bien plus soigné que d'agiter une baguette comme dans une fête foraine médiévale. Ce petit tic est devenu si reconnaissable qu'il est devenu synonyme de « la magie est en train d'opérer », inspirant des parodies, des publicités et des millions d'enfants et d'adultes essayant de reproduire ce mouvement devant le miroir de leur salle de bain aux 4 coins du monde. Et le plus beau, c'est que ce geste n'a jamais été pensé comme un effet spécial grandiose. Ce n'était qu'un détail personnel de Montgomery, peaufiné à force de malice cinématographique et de très nombreuses répétitions devant les caméras. Numéro 14, les paroles que presque personne n'a jamais entendues. Tout le monde est capable de fredonner le générique de « Ma sorcière bien-aimée ». C'est l'une de ces mélodies qui reste gravée dans la tête, quelque part entre le thème d'une autre grande famille télévisuelle classique et n'importe quel jingle publicitaire de céréales des années 60. Mais peu de gens savaient que cette mélodie avait de vraies paroles. Les compositeurs Howard Greenfield et Jack Keller ont écrit un texte pour cette chanson, et le chanteur Steve Lawrence en a même enregistré une version complète à la fin de l'année 1964, sortie en single l'année suivante. Alors, pourquoi n'a-t-on jamais entendu cette version dans le programme? Selon Jack Keller lui-même, la décision fut purement créative. Il pensait qu'une version chantée distrairait trop le public et que l'instrumental, avec son clavier tintant si caractéristique, retranscrivait mieux l'ambiance magique de la série. L'enregistrement vocal fut donc relégué au placard, et la version de Lawrence n'est jamais devenue que la phase B d'un autre single, sans jamais apparaître dans un seul épisode. La version instrumentale, elle, est restée et est devenue culte. Mais des artistes comme Peggy Lee ont eux aussi enregistré des versions chantées, redécouvertes seulement des années plus tard par des collectionneurs et des fans fouillant dans de vieilles archives de disquaires. Autrement dit, pendant des décennies,
la moitié du public s'est inventé ses propres paroles, sans jamais imaginer qu'une version officielle existait quelque part, attendant d'être redécouverte dans les archives poussiéreuses d'un studio. Numéro 13, la statue qui a divisé la ville de Salem. Des décennies après la fin de la série, Samantha Stephens a obtenu ce que très peu de personnages de télévision parviennent à obtenir, l'immortalité en bronze. En 2005, la chaîne américaine TV Land a commandé une statue de près de 3 mètres de haut, représentant Elizabeth Montgomery en Samantha juchée sur un balai, et l'a installée à Lapin Park, en plein centre historique de Salem, dans le Massachusetts. Cela tombe sous le sens. Si l'on doit rendre hommage à une sorcière fictive, pourquoi ne pas le faire dans la ville la plus célèbre des États-Unis en matière de sorcellerie? Ce choix n'était pas qu'un simple coup marketing touristique. En 1970, la série avait tourné une partie de son intrigue directement à Salem, et ce tournage avait, à l'époque, aidé à attirer des touristes et l'attention de la presse vers la ville. Associer la renommée historique de Salem, liée au tragique procès en sorcellerie de 1692, à la sorcière la plus aimée de la télévision, semblait à première vue une association parfaite. Sauf que tout le monde n'était pas ravi. De nombreux habitants ont fait valoir que cette statue de bronze, qui a coûté 75 000 $ et fut sculptée par le studio new-yorkais Studio EIS, banalisait un chapitre pourtant véritablement tragique de l'histoire de la ville, transformant une souffrance humaine réelle en simple prétexte à selfie touristique. Mais controverse ou pas, la statue est devenue exactement ce que ses créateurs espéraient, un véritable aimant à touristes nostalgiques, qui font encore la queue aujourd'hui pour se prendre en photo aux côtés de Samantha. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, cette statue a définitivement scellé la place de « ma sorcière bien-aimée » dans la mémoire culturelle américaine, prouvant que, parfois, les sorcières de télévision ne disparaissent vraiment jamais tout à fait. Numéro 12, l'ombre étrange qui a plané sur toute la série. Ma sorcière bien-aimée a porté un nuage sombre dès le premier jour, et on ne parle pas ici d'un simple drame hollywoodien ordinaire. La toute première lecture du scénario était prévue pour le 2 novembre 1963, et si cette date vous semble familière, c'est parce qu'il s'agit exactement du jour de l'assassinat du président John Kennedy. La lecture a quand même eu lieu, mais l'équipe n'a jamais oublié ce début glaçant. Des années plus tard, en 1968, le tournage fut de nouveau interrompu, cette fois à cause de l'assassinat de Martin Luther King. Et les tragédies ne se sont pas arrêtées là. La série s'était inspirée du film de 1942 « Ma femme est une sorcière », une production qui avait rencontré tant de problèmes en coulisses qu'elle aussi avait gagné une réputation de film maudit. Au fil des années, l'équipe de « Ma sorcière bien-aimée » a subi une série de pertes assez impressionnantes. L'actrice Alice Pierce est morte d'un cancer en 1966, Marion Lorne s'est éteinte en 1968, Dick York a dû affronter une blessure au dos particulièrement invalidante qui l'a contraint à quitter le programme, et Agnes Moorehead, l'inoubliable Endora, était persuadée que son cancer, qui lui fut fatal, était lié à son exposition aux radiations lors du tournage du film Le Conquérant, dans les années 50, une époque où des dizaines d'acteurs et de membres de l'équipe de ce même tournage ont eux aussi développé un cancer. Il n'existe aucune preuve scientifique définitive de ce lien, et la consommation massive de cigarettes au sein de l'équipe est également souvent avancée comme facteur alternatif. Ajoutez à cela le fait que Dick York et son remplaçant, Dick Sargent, sont tous les deux morts relativement jeunes, et qu'Elizabeth Montgomery elle-même est décédée des suites d'un cancer colorectal à l'âge de 62 ans, en 1995, et l'on comprend pourquoi les fans ont commencé à parler d'une malédiction pesant sur « ma sorcière bien-aimée ». Que l'on croit ou non aux malédictions, le nombre de tragédies bien réelles derrière les rires de banlieue confère à la série une ombre étrange et troublante. Numéro 11. Courage, comédie et un secret bouleversant. Gladys Kravitz aura été la voisine la plus indiscrète de toute la télévision, mais l'actrice qui l'interprétait cachait un secret capable de briser le cœur de n'importe quel scénariste de feuilleton. Alice Pierce avait reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire à un stade avancé avant même le début du tournage de « Ma sorcière bien-aimée ». Et, dans un geste qui ferait passer n'importe quel bourreau de travail pour un paresseux, elle a gardé ce diagnostic secret pour presque toute l'équipe, même si son mari et quelques proches, peut-être même Elizabeth Montgomery, étaient au courant de la situation. Pierce a travaillé pendant presque 2 saisons entières,
déployant toute son énergie comique dans chaque scène où elle épiait ses voisins derrière son rideau, tout en luttant secrètement pour sa vie, jusqu'à ce que la maladie l'oblige à s'arrêter peu avant la fin de la deuxième saison. Son dernier épisode fut tourné en janvier 1966, à peine quelques semaines avant sa mort, survenue en mars de cette même année, alors qu'elle n'avait que 48 ans. Elle a reçu, à titre posthume, l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle comique. Une reconnaissance douce amère qui aurait sans doute donné envie à Gladys d'épier une dernière fois derrière son rideau pour voir qui assistait à la cérémonie. Les producteurs ont remplacé le personnage par l'actrice Sandra Gould dès la 3e saison, parce que le spectacle doit continuer, même quand tout le monde a le cœur brisé. Mais pour de nombreux fans, Gladys restera pour toujours Alice Pierce. Un point c'est tout. Numéro 10, la cousine qui était en réalité elle-même depuis le début. Vous vous souvenez de la cousine turbulente de Samantha, Serena, avec ses bottes go-go et son sourire mutin? Eh bien, voici le rebondissement. Elle n'était interprétée par aucune actrice invitée. C'était Samantha elle-même, ou plus précisément Elizabeth Montgomery, canalisant sa version la plus rebelle, avec une perruque brune et suffisamment d'attitude pour électriser toute une discothèque. Le plus étrange, c'est qu'une grande partie du public ne l'a jamais remarqué. Les téléspectateurs voyaient Elizabeth Montgomery jouer la Samantha bien élevée dans une scène, puis la même Elizabeth Montgomery jouer la fêtarde Serena dans la scène suivante, sans jamais faire le lien entre les deux. Pour que les deux personnages puissent apparaître dans un même plan, la production utilisait un cache physique posé sur l'objectif de la caméra, créant une sorte d'écran divisé, combiné à une doublure nommée Melody McCord, qui enfilait le costume de l'autre personnage pour servir de repère de position et de regard. Une perruque brune et un léger changement de posture suffisaient à tromper complètement le public, ce qui prouve soit le talent caméléon de Montgomery, soit le fait que les gens ne prêtent vraiment pas attention aux détails. Pour entretenir la plaisanterie, Montgomery a exigé que le générique crédite Serena comme étant interprétée par une certaine Pandora Spox, un nom entièrement inventé, clin d'œil humoristique à la fameuse boîte de Pandore, avec une touche de science-fiction. Ce n'était pas une idée du studio. L'actrice a choisi elle-même ce pseudonyme, parce que, quand on joue déjà une sorcière, pourquoi ne pas embrouiller tout le monde un peu plus? Numéro 9, les vraies poignées de porte de Tante Clara. Tante Clara n'était pas seulement une sorcière distraite et attachante, toujours empêtrée dans ses maladresses magiques. Elle possédait aussi l'une des collections les plus singulières de toute l'histoire des sitcoms, des poignées de porte anciennes. Et voici le détail qui ferait pâlir d'envie n'importe quel directeur artistique. Ces poignées n'étaient absolument pas des accessoires de studio entreposés dans un quelconque hangar hollywoodien. L'actrice Marion Lorne était, dans la réalité, une véritable collectionneuse de poignées de porte anciennes, avec des centaines de pièces disséminées dans sa propre maison, comme un musée extrêmement spécialisé. Les producteurs, toujours à l'affût d'une bonne économie, ont utilisé la véritable collection de l'actrice pour les scènes du personnage, ce qui a donné aux maladresses magiques de Tante Clara une véritable authenticité, puisque, au fond, tout cela était réellement authentique jusqu'à la dernière poignée en laiton. Malheureusement, Lorne s'est éteinte en 1968, alors qu'elle jouait encore Clara avec tout son charme si caractéristique. Sa mort fut un choc si grand que les producteurs ont décidé de retirer complètement le personnage, plutôt que de le recaster. Un geste élégant dans une industrie pas toujours réputée pour son sentimentalisme. À sa place, on introduisit la sorcière Esmeralda, mais comme les fans continuent de le dire aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à égaler le charme si tendre de Lorne. Elle a même reçu un Emmy Award posthume, accepté en son nom par Elizabeth Montgomery, l'un de ces rares moments où l'émotion de la vraie vie s'invite dans l'histoire d'une sitcom. Avant de continuer avec la seconde moitié de notre liste, avec des sortilèges encore plus étranges et des secrets encore plus surprenants, faites-nous plaisir en cliquant sur le petit pouce bleu. Cela aide l'algorithme à comprendre qu'il existe encore des gens dans le monde qui adorent les bonnes histoires de coulisses de la télévision d'autrefois. Profitez-en pour nous dire en commentaire lequel de ces premiers faits vous a le plus surpris, ou quel personnage de « Ma sorcière bien-aimée » est votre préféré. C'est fait? Parfait. Reprenons notre décompte. Numéro 8, la France qui a boudé la fin de la série pendant 20 ans. Pas besoin d'aller jusqu'à Hollywood pour trouver un chapitre franchement insolite de l'histoire de Ma sorcière bien-aimée. Il suffit de regarder du côté de l'ORTF. La série a débarqué en France le dimanche 17 juillet 1966,
sur la première chaîne, mais seulement 13 épisodes de la première saison furent diffusés à l'époque. Puis, entre 1969 et 1973, la deuxième chaîne prit le relais avec des épisodes inédits, jusqu'à ce que les téléspectateurs français découvrent enfin Dick Sargent dans le rôle du mari de Samantha. Mais voici le détail le plus étonnant. Les 3 toutes dernières saisons de la série, celles justement tournées avec Dick Sargent après le remplacement de Dick York, ne furent tout simplement jamais achetées par l'ORTF, très probablement à cause de ce changement d'acteur qui avait déjà fait chuter l'audience aux États-Unis. Ces épisodes inédits sont restés introuvables en France pendant près de 20 ans, jusqu'à ce qu'Antenne 2 les diffuse enfin entre 1986 et 1988. Autrement dit, des générations entières de téléspectateurs français ont grandi en pensant que la série s'arrêtait bien avant sa fin réelle, simplement parce qu'une chaîne de télévision avait jugé le nouveau mari trop décevant pour investir dedans. La série a ensuite continué sa route à travers le paysage audiovisuel français, avec des rediffusions sur M6 à partir de 1991, puis sur Paris Première, Direct 8, Téva et enfin Gulli, prouvant que, quel que soit son âge, on est presque forcément tombé sur Ma sorcière bien-aimée, au moins une fois dans sa vie de téléspectateur français. Numéro 7. Le quart de sitcom devenu clin d'œil Marvel. Cette maison si accueillante de banlieue résidentielle, où Samantha faisait apparaître le dîner d'un simple tic de nez, et où Jean-Pierre se stressait pour des campagnes publicitaires comme si sa vie entière en dépendait. Vous vous en souvenez? Eh bien, coup de théâtre. Ce n'a jamais été une vraie maison. C'était une façade construite sur le ranch d'extérieur de la Warner Brothers, une sorte de parc à thème hollywoodien dédié à la banlieue américaine. La maison de Ma sorcière bien-aimée avait été construite à l'origine pour la série éphémère Orman Higgins en 1962, avant de décrocher son rôle le plus célèbre en abritant la famille Stevens. Et elle n'était pas seule dans cette rue fictive. D'autres maisons emblématiques de la télévision, issues de séries comme The Partridge Family et Ginny de mes rêves, se trouvaient au même endroit, dans le même pâté de maisons factices, ce qui explique pourquoi tant d'enfants des années 70 et 80 avaient l'impression d'avoir déjà vu ce paradis suburbain quelque part. Les scènes d'intérieur étaient tournées en studio, car les vraies maisons offrent rarement assez de place pour toute une équipe de tournage et sa table de collation. Mais les scènes d'extérieur donnaient l'illusion parfaite de pelouses impeccables et de voisins, qui, apparemment, n'avaient rien de mieux à faire que de s'épier les uns les autres. Des décennies plus tard, un fan Marvel particulièrement attentif a remarqué que cette même maison réapparaissait dans la série Disney+ WandaVision, transformée cette fois en résidence du personnage d'Agatha Harkness, une référence très maligne à l'histoire des sitcoms, qui a sans doute fait ressentir à n'importe quel spectateur plus âgé un mélange de nostalgie et d'âge qui avance à toute vitesse. Malheureusement, les façades originales de cette rue mythique furent démolies en octobre 2023 pour laisser place à de nouveaux studios et bureaux, ce qui signifie que cette façade si célèbre n'existe plus aujourd'hui que dans l'histoire de la télévision. Mais grâce aux rediffusions, aux sorties vidéo et à l'obsession de Marvel pour les clins d'œil cachés, la maison de Samantha continue de vivre dans l'imaginaire collectif. Numéro 6. Le spin-off qui s'est oublié lui-même. La sorcière bien-aimée était encore aimée du public et fonctionnait à merveille en rediffusion quand la chaîne ABC a décidé, tout naturellement, qu'il était temps de lancer un spin-off. Sauf que sans Samantha, sans Jean-Pierre, sans Indora, et même sans Madame Kravitz, seulement Tabata, désormais inexplicablement adulte, travaillant comme assistante de production dans une chaîne de télévision fictive de Los Angeles appelée KXLA. Le bond dans le temps était énorme, son explication quasiment inexistante, et le public devait tout simplement l'accepter et passer à autre chose. Le concept était simple, peut-être même trop simple. Tabata essayait de se fondre dans la vie des mortels tout en cachant ses pouvoirs magiques. Son patron était un producteur grincheux, mais attachant, interprété par l'acteur Mel Stewart, connu aussi pour avoir joué le frère de George Jefferson dans la série américaine All in the Family. Le problème le plus sérieux, cependant, était l'animateur de talk-show égocentrique et dragueur invétéré, Paul Thurston, interprété par Robert Urich, un intérêt amoureux occasionnel de Tabata, bien qu'il draguait absolument tout le monde sur son passage. Heureusement, Urich s'est rattrapé l'année suivante avec un rôle principal dans la série Vega Dollars.
Dans un rebondissement classique en matière de continuité, le frère de Tabitha, Adam, plus jeune qu'elle dans la série originale, apparaissait désormais plus âgé, mortel, et passait son temps à réprimander sa sœur pour son usage de la magie, devenant en somme une version plus ennuyeuse de Jean-Pierre. Pendant ce temps, une tante nommée Minerva, jamais mentionnée auparavant dans toute la franchise, apparaissait de temps à autre pour créer un chaos magique. Le tout premier pilote fut tourné en 1976 avec une autre actrice et un autre décor, mais la chaîne l'a refusé. Après réécriture et changement de casting avec l'actrice Lisa Hartman dans le rôle principal, le programme fut enfin diffusé, mais pour peu de temps. Les clins d'œil à la série originale, comme l'apparition du docteur Bombay et de la famille Kravitz, et même de véritables images de la petite Tabitha bébé issue de la série classique dans le générique, n'ont pas suffi à masquer que cette version du personnage n'avait pas grand-chose à raconter. Les audiences se sont effondrées, et le programme fut annulé après seulement 11 épisodes, terminant parmi les dernières places de cette saison télévisée. Numéro 5, des trucages artisanaux et la patience d'une statue vivante. Ma sorcière bien-aimée donnait l'impression que la magie était totalement naturelle. Un petit tic de nez, et hop, le dîner était prêt, la maison impeccable, et la gueule de bois du mari s'était mystérieusement évaporée. Mais en coulisses, créer ces illusions parfaites était physiquement aussi exigeant que de s'entraîner pour une compétition olympique. Si tant est qu'il existe une discipline olympique consistant à rester parfaitement immobile pendant des heures, pendant que toute une équipe technique réorganise le décor entier autour de soi. Beaucoup des trucages caractéristiques de la série exigeait qu'Elizabeth Montgomery maintienne des poses rigides et inconfortables, capable d'impressionner n'importe quel professeur de yoga pendant que l'équipe s'activait tout autour d'elle, déplaçant les meubles, remplaçant les accessoires et probablement en train de remettre en question les choix de carrière qui les avaient menés là. Dans les scènes les plus élaborées, elle utilisait même des supports discrets pour maintenir ses bras, garantissant qu'elle ne bouge pas d'1 millimètre pendant que tout le décor se transformait autour d'elle. Les effets pratiques régnaient sans partage. De la photographie, image par image, pour les effets de disparition, des coupes de montage précises faisant disparaître le désordre en un instant, des câbles quasiment invisibles tirant des objets à travers la pièce, et des changements de position rapides entre les acteurs, le tout chronométré avec la précision d'une horlogerie suisse, et probablement accompagné de bien des prières, pour qu'aucun technicien n'ait l'idée d'éternuer pendant la prise et ne gâche tout. Pour Montgomery, cela signifiait de longues heures à maintenir un sourire figé, comme si elle posait pour la photographie la plus chère du monde. Le résultat était un monde magique qui paraissait totalement sans effort pour le spectateur installé chez lui, mais qui se révélait physiquement épuisant pour tous ceux impliqués dans la production. Aujourd'hui, des effets numériques recréeraient n'importe quel trucage de « ma sorcière bien-aimée » en quelques secondes. Mais dans les années 60, la magie télévisuelle exigeait de la sueur bien réelle, une patience infinie et une immobilité capable de faire de l'ombre à une statue de bronze. Numéro 4. L'épisode qui a affronté les préjugés un soir de réveillon de Noël. Pour une sitcom fantastique légère, habituellement dédiée aux plaisanteries de banlieue et aux embrouilles magiques, Ma sorcière bien-aimée a pris un virage étonnamment courageux en 1970, avec un épisode chargé d'une conscience sociale que beaucoup de séries dramatiques de l'époque n'osaient même pas aborder. L'épisode, intitulé Sisters at Heart, fut diffusé le soir du réveillon de Noël et montrait Tabitha et sa meilleure amie afro-américaine, Lisa, confrontées aux préjugés lorsqu'un client raciste de l'agence de publicité de Jean-Pierre supposait, à tort, que la famille de celui-ci était mixte. Un sujet lourd pour un programme surtout connu pour faire disparaître les tâches ménagères d'un simple tic de nez. Le plus intéressant est l'origine de cette histoire. Le scénario est né dans une classe de première année de lycée d'une école publique de Los Angeles, dont les élèves, majoritairement afro-américains et confrontés à des difficultés de lecture à l'époque, ont créé l'intrigue originale comme exercice de rédaction et l'ont offerte à Noël à Elizabeth Montgomery et à son mari, le réalisateur William Asher. L'idée fut ensuite développée en un scénario complet par une scénariste professionnelle de l'équipe, car, apparemment, les adolescents comprennent parfois mieux les enjeux sociaux que bien des dirigeants d'Hollywood. Elizabeth Montgomery a personnellement défendu cet épisode, le qualifiant de son préféré de toute la série, et louant son message comme conçu dans l'innocence et empreint de vérité. L'Académie de télévision a partagé cet avis,
en décernant à l'épisode un prix spécial des gouverneurs lors de la cérémonie des Emmy Awards de l'année suivante, une distinction rare pour une sitcom osant traiter un sujet social aussi délicat, même si certains critiques, avec le recul, jugent le dénouement un peu simpliste pour un thème aussi sérieux. Numéro 3. Les personnages qui ont carrément changé d'identité en français. Quand Ma sorcière bien-aimée est arrivée en France, les adaptateurs ne se sont pas contentés de traduire les dialogues. Ils ont carrément rebaptisé plusieurs personnages, parfois même les plus centraux. Le patron de Jean-Pierre, qui s'appelle Larry Tate dans la version originale, est devenu Alfred Tate dans toutes les versions françaises, sans aucune explication particulière, comme si un comité avait simplement décidé qu'Alfred sonnait plus français que Larry. Les voisins fouineurs n'ont pas eu plus de chance. Gladys Kravitz et son mari Abner sont devenus Charlotte et Albert Kravitz, un changement total de prénom qui n'a pourtant jamais modifié le moins du monde leur passion dévorante pour l'espionnage de fenêtre en fenêtre. Fait amusant, ce ne sont pas tous les personnages qui ont eu droit à ce traitement. Samantha, Andorra, Tante Clara, Oncle Arthur, Serena et Maurice, le père de Samantha, ont tous conservé leur nom d'origine, sans aucune modification. Cette incohérence apparente donne une série où certains personnages sont restés fidèles à eux-mêmes d'un continent à l'autre, tandis que d'autres ont littéralement changé d'identité en traversant l'Atlantique, un peu comme si la moitié du casting avait pris un nouveau passeport rien que pour le marché francophone. Ce petit détail, presque invisible pour qui n'a connu la série qu'en anglais, façonne pourtant complètement le souvenir qu'en gardent des générations entières de téléspectateurs français, belges, suisses et québécois. Et gardez cette idée bien en tête, parce que le fait numéro 1 de cette liste va vous montrer que le personnage le plus important de tous, celui du mari de Samantha, a connu un sort bien plus spectaculaire encore que ses voisins. Numéro 2, on a changé de mari en plein mariage. Vous connaissez ce moment où une série remplace tout simplement un acteur dans un rôle et espère que personne ne va s'en apercevoir? Ma sorcière bien-aimée a signé l'un des exemples les plus célèbres de cette manœuvre dans toute l'histoire de la télévision. Dick York a incarné Darren Stephens, le mari mortel et perpétuellement stressé de Samantha, depuis l'épisode pilote jusqu'en 1969. Mais York traînait depuis longtemps une blessure au dos invalidante, consécutive à un accident survenu pendant le tournage du western de 1959, Ceux de Cordura. Quand la douleur chronique et la dépendance aux antidouleurs s'aggravèrent, jusqu'à provoquer une crise en plein tournage, York prit la difficile décision de quitter la série, plaçant les producteurs dans une situation délicate. Dick Sargent lui succéda alors, lui qui, ironiquement, avait été le tout premier choix de la chaîne pour ce rôle dès 1964, mais qui n'était pas disponible à l'époque. Sargent apportait une allure et une énergie complètement différentes. Agnes Moorehead, l'actrice qui interprétait Andorra, ne fut absolument pas satisfaite de ce changement, et elle ne s'en cacha pas en coulisses. Le public non plus n'a pas apprécié, l'audience a chuté, les fans se sont sentis perdus et déçus, et beaucoup considèrent encore ce moment comme la toute première grande baisse de qualité de la série, bien avant que ce genre de rebondissement scénaristique n'ait son propre nom populaire. Sargent s'est retrouvé dans une position quasiment impossible, remplaçant un acteur apprécié sans la moindre explication donnée au public. Et pourtant, le programme a continué, car face au choix entre recaster le rôle principal ou annuler un succès d'audience, engager un autre acteur et croiser les doigts est devenu la seule option viable. York a qualifié ce moment de pire journée de sa vie, et son départ a pratiquement mis fin à sa carrière d'acteur, ses problèmes de santé l'empêchant de retrouver des rôles importants par la suite. Il a néanmoins trouvé un nouveau but, en fondant une association caritative venant en aide aux personnes sans domicile, passant des appels depuis son propre lit d'hôpital pour récolter des dons et du matériel. York s'est éteint en 1992, des suites de complications liées à un emphysème, non sans avoir prouvé, au passage, que la vraie magie se produit parfois en dehors des caméras. Numéro 1. En France, Jean-Pierre n'a jamais vraiment changé de voix. Nous voici enfin arrivés au fait qui va sans doute vous faire revoir toute votre enfance télévisuelle. Pour commencer, un premier détail à lui seul assez vertigineux. En français, Darren Stephens ne s'est jamais appelé Darin. Dès la toute première diffusion sur l'ORTF, les adaptateurs français ont rebaptisé le personnage Jean-Pierre Stephens, un choix resté inchangé pendant toute la durée de la série, et même repris des décennies plus tard dans le film de 2005 avec Nicole Kidman et Will Ferrell.
Mais le vrai rebondissement se trouve ailleurs. Quand Dick York a quitté la série à cause de sa blessure au dos et fut remplacé à l'écran par Dick Sargent, un changement qui a fait chuter l'audience aux États-Unis, et que l'ORTF a d'ailleurs boudé pendant 20 ans, comme on l'a vu plus tôt dans cette liste, quelque chose de très différent s'est produit du côté du doublage français. Le comédien de doublage Daniel Crouet, qui prêtait sa voix à Jean-Pierre depuis le tout premier épisode, a continué de le faire sans la moindre interruption, saison après saison, qu'il s'agisse de Dick York ou de Dick Sargent à l'écran. Autrement dit, pendant 8 saisons entières, 2 acteurs américains complètement différents ont été unifiés sous une seule et même voix française, celle de Daniel Crouet, né en 1927 et qui a occupé ce rôle jusqu'à la fin de la série. Ce n'est pas un simple détail technique. De nombreux fans francophones, en repensant à ce changement d'acteur des décennies plus tard, expliquent ce que le remplacement leur a semblé beaucoup plus facile à accepter que pour le public américain, précisément parce que la voix, elle, n'a jamais bougé. Pour l'oreille française, Jean-Pierre n'a donc jamais vraiment eu 2 visages différents. Il a toujours eu une seule et même voix, alors même que le public américain, lui, a dû se réhabituer à un tout nouveau visage du jour au lendemain, sans aucune transition. C'est un curieux petit miracle du doublage. La même crise de recasting a traversé 2 pays de manière radicalement différente. L'une brutale et visible, l'autre presque invisible, cousu main par un seul comédien, resté fidèle au poste pendant toute l'aventure. Alors, la prochaine fois que quelqu'un évoquera Jean-Pierre Stephens en français, vous saurez que, derrière cette voix si familière, se cache l'histoire d'une continuité que même les Américains n'ont jamais connue. Fait bonus, le bébé que presque personne n'a vu arriver. Ma sorcière bien-aimée a géré les véritables grossesses d'Elizabeth Montgomery en combinant les vieilles astuces hollywoodiennes avec une écriture télévisuelle étonnamment progressiste pour les années 60. Le timing de l'actrice fut tout simplement incroyable. Elle était enceinte de son premier enfant, William, pendant le tournage des tout premiers épisodes de la première saison, accouchant à peine quelques semaines avant la diffusion du pilote. Comme personne ne savait si le programme tiendrait au-delà des premières fêtes de fin d'année, les producteurs ont eu recours aux astuces classiques d'Hollywood, dissimulant la grossesse à l'aide de sacs à main stratégiquement placés, de robes amples et d'angles de caméra dignes d'un cours de yoga. Pour la deuxième grossesse, pendant la deuxième saison, la production a cette fois décidé d'assumer pleinement la situation, en introduisant la petite Tabitha et en offrant au public américain l'une des plus adorables enfants sorcières de toute l'histoire de la télévision. La troisième grossesse de Montgomery, durant la 6e saison, fut elle aussi intégrée à l'intrigue, donnant naissance au personnage d'Adam Stephens. Et puisqu'on parle de grossesse, un épisode mémorable de la 2e saison montrait Andorra jetant un sort à Jean-Pierre, lui faisant vivre magiquement les symptômes d'une grossesse, une blague classique de sitcom avec une touche de sorcellerie qui, d'une certaine façon, était en avance sur son temps concernant l'exploration des rôles de genre. De la grossesse dissimulée aux grossesses fêtées à l'écran, ma sorcière bien-aimée a prouvé que, parfois, la meilleure des magies consiste simplement à composer avec ce que la vraie vie propose. Et voilà, chers amis, 15 faits étranges et un bonus tout spécial sur ma sorcière bien-aimée, qui prouve que, parfois, ce qu'il y a de plus magique dans une série, c'est tout ce qui se passe derrière la caméra. Lequel de ces faits vous a le plus surpris? Lequel était votre préféré? Dites-le nous en commentaire, parce qu'on adorerait connaître vos souvenirs liés à cette série, surtout si ces souvenirs incluent des tentatives ratées de reproduire ce fameux tic de nez devant le miroir quand vous étiez enfant. Et surtout, n'oubliez pas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucun de nos prochains voyages nostalgiques dans le monde étrange et merveilleux de la télévision rétro. À très bientôt.